Cette vidéo est sponsorisée par personne. Mais si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est le plus gros soutien que vous puissiez m'apporter. Merci pour votre visionnage et bonne vidéo. Salutations et soyez la bienvenue. Je ne vous apprends rien, l'année 2020 fut une année particulière sur bien des aspects. D'une façon ou d'une autre, nous avons tous été impactés par la crise qui touche la planète. Certains de manière anecdotique et d'autres de façon beaucoup plus tragique. En fait, nous nous rappellerons bien de 2020 comme d'une année extrême, car la crise sanitaire qui nous touche est révélatrice de bien des faiblesses des plus grandes nations du monde, tant en termes de gestion de la crise que des impacts que celle-ci aura sur le développement. Toutefois, cette crise nous a rapidement fait oublier un autre événement majeur ayant débuté en France et s'étant étendu à d'autres pays. L'émergence, la rapide radicalité et l'évanouissement d'un mouvement populaire né d'une colère légitime et emporté puis décrédibilisé par ses plus virulents acteurs, le mouvement des Gilets jaunes. Un mouvement qui a également permis la renaissance d'un mot que l'on n'avait plus entendu depuis très longtemps dans le milieu politique. Son nom désigne le gouvernement par les foules, le despotisme des cohus. Et c'est la sœur ennemie de la démocratie. Laissez-moi vous présenter, en toute modestie, la redoutable et redoutée ochlocratie. Si la démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, cela part du principe que le peuple, composé d'une force homogène, parvient à dépasser ses intérêts et ses objectifs individuels au profit de ce qui forme l'intérêt général. Tout le monde n'a pas de voiture, mais tout le monde est d'accord pour s'accorder qu'il faut des routes pour le développement du pays. La majorité ne souffre pas de maladies chroniques, mais tout le monde accepte que chacun puisse être soigné dignement et dans les meilleurs délais quand cela est nécessaire. Et quand un élu est condamné parce qu'il a trahi son serment de servir l'intérêt général au profit par exemple de son enrichissement personnel, eh bien il est pas condamné. Il est même parfois réélu. Mais tout le monde est d'accord pour dire que ce qu'il a fait, c'est pas très bien. Il ne nous a jamais volé. Il a eu tout ce qu'on a demandé, on l'a eu. Non, il n'y a rien à reprocher. La fraude fiscale, c'est pas un vol aussi d'argent public d'une certaine manière? Mais du moment que ça ne m'incombe pas, peu importe. Mais de fraude fiscale, mais ça concerne lui, ça ne concerne pas les autres. C'est personnel, ça. C'est personnel, ça n'intéresse personne, ça. Hein. Ça n'intéresse pas la population. La démocratie, c'est l'intérêt général pour tous, tandis que l'ochlocratie, c'est l'intérêt des différentes factions qui composent un peuple divisé. Ça n'intéresse pas la population. Le mot est composé du terme ochlos, la foule, les groupes, et du terme kratos, le pouvoir, que vous connaissez par cœur maintenant. L'ochlocratie est donc le gouvernement par la foule, et comme Gustave Le Bon nous l'a si bien appris, la foule n'est jamais animée par la raison, mais par l'émotion. Et diriger les passions, faire s'enflammer les esprits pour ensuite les envoyer dans une direction et un but précis, c'est relativement aisé pour une forte personnalité à la tête d'une masse colérique. La foule passionnée, si elle n'est pas rapidement dispersée, est donc manipulable en fonction des émotions qui l'animent. Souvent, il s'agira de la colère. Et si les manifestations récentes comportent toujours des éléments radicaux, d'autres événements liés aux foules eurent, dans l'histoire, des résultats beaucoup plus sinistres. Petite parenthèse, si l'étude des foules vous intéresse, il existe une chaîne qui est dédiée à ce sujet et qui fait un excellent travail. Avec l'apparition des réseaux sociaux et leur capacité à créer des clivages en fonction des intérêts de groupe, les végans contre les carnivores, les laïcs contre les croyants, les patriotes contre les mondialistes, nous pourrions être, actuellement, dans les premières étapes vers l'avènement de cette dégénérescence de la démocratie qui était tant redoutée par Machiavel, Rousseau, Mackintosh. Toutefois, il est important de ne pas foncer tête baissée dans cette théorie. Car si les réseaux sociaux ont prouvé leur utilité pour regrouper les individus autour de thèmes précis ou de centres d'intérêt, généralement, il n'y a pas d'effet dans le réel à long terme. Ainsi, nous l'avons vu avec les Gilets jaunes, mais également avec d'autres groupes, comme Black Lives Matter, Génération Identitaire ou la Manif pour tous, qui sont des groupes politiques opposés, mais qui parviennent à se saisir de l'actualité pour mettre en avant leur point de vue, leurs intérêts et essayer d'avoir un impact sur la politique intérieure. Sur Internet, et les réseaux sociaux en particulier, il est facile de se regrouper par centre d'intérêt. Dans la vie réelle, les gens habitent dans des régions différentes, ont des vies de famille différentes, et il est difficile d'organiser et de structurer des mouvements d'ampleur qui finissent par avoir une influence à long terme
dans la réalité. On peut cependant noter une exception concernant les forces de l'ordre, qui ne sont pas un groupe politique en soi, mais dont les syndicats possèdent une influence très importante, à tel point que le gouvernement recule rapidement sur certaines décisions concernant leur champ d'action dès lors que les agents assermentés jettent leurs menottes au sol. On peut également parler des chasseurs, qui malgré un nombre restreint d'adeptes par rapport à l'ensemble de la population, bénéficient d'une influence politique très forte. Tandis que d'autres institutions, comme l'hôpital public ou la justice, doivent parfois attendre très longtemps l'accès à des ressources, à des financements, au point qu'en pleine pandémie, il faudra attendre des semaines avant que les agents de santé puissent accéder à des matériaux de base pour l'accomplissement de leur mission. Mais regardons ce qu'il adviendrait si, au contraire, les groupes étaient suffisamment influents pour avoir un impact dans le réel, désorganiser les partis et ainsi faire en sorte que nous tombions dans cette dégénérescence qu'est l'ochlocratie. On va pour cela s'intéresser à l'anacyclose, dont l'ochlocratie est la dernière étape avant le commencement d'un nouveau cycle. Cette théorie, mise en avant par Polybe de Mégalopolis un siècle avant Jésus-Christ, nous apprend donc qu'il existe 3 formes de gouvernement majeures dans les sociétés humaines. Mais s'il existe 3 formes de gouvernement majeures, il existe également leur modèle décadent. L'ensemble est représenté dans ce simple schéma. Pour la plupart des grands penseurs, l'ochlocratie est donc le pire des systèmes politiques, car il s'agit en fait d'une lutte continuelle entre les différentes factions de ce qui formait autrefois un peuple unifié. Et selon ces mêmes penseurs, la seule possibilité de réconciliation générale serait l'émergence d'une personnalité suffisamment influente et rassembleuse pour ramener dans son sillage l'ensemble des factions et les unir à nouveau en tant que peuple, en tant que nation. Le principal souci, c'est que l'installation au pouvoir d'une telle personnalité a de fortes chances de nous refaire basculer sous une forme nouvelle de monarchie. Historiquement, cette émergence d'une figure providentielle, que l'on appelle aussi le césarisme en hommage au vainqueur de la guerre des Gaules, peut provenir soit des restes disparates de l'élite dirigeante, soit de personnages révolutionnaires au caractère radical. Et lorsque trop de pouvoir reste concentré dans les mains d'un seul individu, on sait quels sont les risques que l'on encourt. Le détenteur pourrait ne pas les abandonner facilement. Parmi les exemples les plus récents de césarisme, on a par exemple le président russe actuel, Vladimir Poutine. Bien que Boris Eltsine l'eût nommé chef du gouvernement 6 mois avant sa démission, personne n'aurait cru que Poutine parviendrait à garder le pouvoir par ses réformes, son intransigeance et sa volonté de remettre la Russie sur la scène internationale. Poutine est parvenu à convaincre les masses et à ainsi rallier à lui la majorité du peuple russe. Et il tient toujours le pouvoir entre ses mains depuis bientôt 2 décennies. Alors nous pouvons nous poser cette question. Est-ce suffisamment le chaos en France aujourd'hui pour que puisse émerger une telle figure providentielle? Eh bien, il semblerait que pour 1 Français sur 5, cela soit possible. Et cette figure providentielle serait incarnée par le général Pierre de Villiers. En tout cas, c'est ce que nous apprend ce sondage de l'Institut IFOP réalisé en novembre 2020. Pierre le Joly de Villiers de Saint-Ignon est l'ancien chef d'état-major des armées ayant démissionné avec fracas de son poste le 19 juillet 2017. Un chef d'état-major des armées qui démissionne, cela n'était jamais arrivé sous la Ve République. Le président Emmanuel Macron n'étant pas favorable à une augmentation du budget de la défense dans un contexte national et international tendu pour les armées françaises. Il disait « Je considère que je ne suis plus en mesure d'assurer la pérennité du modèle d'armée auquel je crois pour garantir la protection de la France et des Français ». Et ça, c'est un mot qui est extrêmement important parce que Pierre de Villiers avait toujours dit qu'il était à la tête des armées tant qu'il pouvait effectivement avoir une armée digne de ce nom et tant qu'il pouvait ne pas mettre en danger ses hommes. Avec cette démission, on est clairement passé à une étape supérieure. On dit que c'est peut-être la première faute politique d'Emmanuel Macron, de s'en être pris ainsi frontalement aux militaires. On pouvait s'attendre à ce qu'il y ait des clashs sur les questions sociales, sur des questions politiques, mais certainement pas avec l'armée. Actuellement, cette candidature n'est que bruit de couloir. L'avenir dira si l'ancien chef d'état-major décide de briguer ce mandat à la tête du pays. Et si vous souhaitez en apprendre plus sur le général Pierre de Villiers, il est l'auteur de quelques ouvrages que vous pourrez retrouver en description sous la vidéo. Alors, question internet, les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des périodes de paix, les périodes de paix créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps difficiles. Est-ce qu'on va être exposé à des temps difficiles? Incontestablement, oui. Incontestablement. Mais on fait tout pour.
à chaque fois qu'on a une élection, on met en place des gens qui nous disent on va faire des réformes et on met en place des gens qui ne les font jamais. Donc au bout d'un moment, c'est ce que je vous expliquais auparavant, vous avez à un moment le balancier qui commence à sérieusement cogner. Mais je comprends que quelqu'un comme le général de Villiers soit séducteur, mais je ne suis pas sûr que ça soit la réponse. Mais qu'il soit séducteur auprès d'une population qui en a marre, ça oui, je comprends. Qu'il puisse faire 20%, je comprends. Est-ce que ça sera la bonne réponse? C'est une réponse sacrément dangereuse, il faut bien la poser, la question. Il est de notre devoir de rester attentif. La crise que nous traversons n'est peut-être que l'avant-garde de tempêtes plus dangereuses encore, qui, quoi qu'il en soit, auront un impact sur notre politique intérieure et sur nos modes de vie. N'oublions pas que seule la démocratie permet la sauvegarde des libertés individuelles et que le pire pourrait arriver si nous décidons d'abandonner ce qui fait nos valeurs, ce qui fait notre mode de vie, ce qui fait nos lois pour un gain limité en sécurité et en confort. Bien entendu, des catastrophes, il y en aura d'autres. Et bien entendu, des choses doivent être changées. Mais ces changements ne doivent pas inclure la disparition de ce qui existe. Ces changements doivent être une adaptation de ce qui existe. Cela passe par des conversations, des débats, des échanges. Et cela demande aussi que justice soit faite lorsque des dérives sont constatées, qu'importe le niveau social, afin que les institutions puissent conserver la confiance des citoyens. Une confiance sans laquelle le chaos apparaîtrait. Et le chaos serait le premier pas vers cette ochlocratie tant redoutée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à commenter si elle vous a plu. Cela m'aide énormément. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, comme d'habitude, je vous souhaite d'excellentes lectures et n'oubliez jamais que quelles que soient vos passions, quel que soit votre âge, le savoir, ça se partage.